dans l'époque qu'on a appelé des 30 glorieuses, des 30 années glorieuses, où il y a eu une industrialisation, urbanisation, une forte demande de logements, beaucoup de travailleurs immigrés, bon, etc., des tas de problèmes de vieillissement des villes. Bon. Il y a eu un mouvement qui était dans la société demande d'intervention sur les villes. Et, euh, et pour faire face à cette demande, il n'y avait pas beaucoup de professionnels qualifiés. Donc, il y avait très peu d'urbanistes. Donc la réponse pendant un certain nombre d'années, ça a été d'une part chez les ingénieurs et les ingénieurs des ponts et chaussées qui avaient déjà en charge l'aménagement du territoire, la direction de l'administration de l'équipement en France. Ce qui s'est passé en 68, c'est qu'il y a eu un remue-ménage sociétal extrêmement profond finalement, et de là a surgi une demande plus d'intervention de gens qui soient qualifiés pour traiter de la ville comme d'un problème social finalement. Donc il a semblé important de créer des structures d'enseignement qui répondent en somme à ce besoin, à cette demande, et qui soient spécifiques et qui forment des urbanistes. Bon. Donc c'est de là qu'est né l'Institut d'urbanisme, qui assez naturellement a été localisé à l'université à l'époque de Vincennes, qui est devenue l'université de Paris 8, parce que c'était l'université expérimentale à vocation, avec pour une mission d'innover dans le domaine de l'enseignement pluridisciplinaire, dans tous les domaines. Maintenant, on est obligé de parler d'une multiplicité de métiers de l'urbanisme. Il n'y a pas un métier de l'urbanisme, il y en a une quantité formidable. Bon. Alors, face à ça, il faut que nous apprenions tout le temps aux étudiants à refuser des certitudes et apprendre à gérer ça intellectuellement, c'est-à-dire à pratiquer ce que Descartes appelait le doute méthodologique. Alors, pour bien saisir, hein, ce que vous dites, c'est les villes sont en changement permanent, et donc l'enseignement basé sur des certitudes ou basé sur des domaines de connaissances est insuffisant pour former des gens pour affronter ces nouveaux changements. Il y a un deuxième aspect, c'est celui de la complexité. Donc on est devant un objet complexe dont les éclairages proviennent de diverses disciplines, c'est-à-dire une façon de réinterroger à la fois ce qui est produit au sein de la structure universitaire et également, évidemment, à partir de là aussi, ce qui est produit dans le champ social. Il me semble que là, on est dans un moment fondateur où il est normal qu'on remue beaucoup d'idées, qu'il y a des choses tout à fait intéressantes et parfois innovantes qui apparaissent. Ensuite, la question, c'est comment ces éléments divers vont se cristalliser. Alors, pour être bref en ce qui concerne les points sur lesquels il faudrait faire attention, je crois qu'on est embarqué beaucoup dans des effets de liste, c'est-à-dire qu'on liste les questions, on liste les approches, etc. Et ensuite, on découpe. Et on découpe dans les schools, dans les écoles. Et ce qui fait que on a une école qui va traiter de la pauvreté, qui ne sera pas l'école qui va traiter de l'économie globale, etc. Et donc là, il faut être très attentif. Le second point sur lequel j'attire l'attention, c'est sur le fait que, à vouloir regrouper au sein de la même institution des gens qui vont être des
gestionnaires, des administrateurs, des politiciens locaux, des urbanistes, designers, etc. On regroupe, et des spécialistes de la pauvreté. Alors, moi, je suis désolé, comment peut-on être spécialiste de la pauvreté sans être spécialiste de la richesse? Où sont les riches dans les villes? Quel est le processus dans lequel ils s'inscrivent? Quelles sont les stratégies résidentielles, les stratégies de localisation des investissements? Sinon, on ne comprend pas pourquoi il y a ce problème de land for housing the poor. Donc, c'est à cela qu'il faudra être particulièrement attentif.